suis pas que psychologue, je suis à la base biologiste, ingénieur biologiste. Et mon souhait quand j'étais enfant, c'est de découvrir l'origine de la vie. L'origine de la vie, c'est pas d'où vient l'homme, mais comment est-ce que, à la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde, l'homme naît et par l'agencement des organes qui se mettent en place. Donc, j'ai pas pu aller jusqu'au bout de ce projet. D'abord, j'ai commencé très tard l'école. Je voulais absolument aller à l'école, j'ai pas pu. Et je vendais avec ma mère qui était toute seule à charge de 4 enfants. Et quand on m'a inscrite à l'école, là, j'ai commencé à avancer plus vite que les autres qui avaient commencé avant moi. Donc, en biologie, puis, pour ce qui est de la paix dans le monde, c'est le bonheur que cette idée m'est venue. Pourquoi? Parce que dans les concessions où nous habitions, il y avait des couples qui n'arrêtaient pas de se battre. Je ne comprenais pas qu'on se dise je t'aime, qu'on se marie et qu'on se batte. Pas une fois, pas 2 fois, tout le temps. La violence conjugale et qui influe sur la vie des enfants, tout ça m'interrogeait. Je ne comprenais pas. J'avais décidé que plus tard, il vaut mieux ne pas se mettre avec quelqu'un puisqu'il y a la bagarre. Mais j'ai changé d'avis. Donc, en faisant la biologie, je m'interrogeais sur tout ce que je ne comprenais pas. Puis, plus tard, j'ai fait la psychologie. En même temps que la biologie, j'exerce les deux. J'ai remarqué que j'apportais quelque chose aux gens. J'apportais quelque chose qui dépasse les soins psychologiques tout seul ou les soins de biologie tout seul. Donc, je me suis engagée dans des organisations de paix, telles que la Ligue internationale pour la paix et la liberté, qui est créée depuis 1915, lors de la Première Guerre mondiale, qui a été à l'origine de la Société des Nations, qui est devenue l'ONU plus tard. Et cette organisation a mis en place tout ce qu'il faut pour que non seulement les guerres ne reprennent pas, mais que les colonies soient libérées, que les peuples retrouvent leur indépendance et qu'il y ait la paix véritable. Tout ce qui a été mis en place à l'ONU n'a pas été respecté. La décolonisation n'a été que sur le papier. C'est ce qui fait les conséquences des guerres que nous voyons aujourd'hui en Afrique principalement. Donc, à la Ligue, j'ai été, avant d'adhérer, une conférencière. J'ai décidé de parler aux gens au cours de ma conférence. Donc, la Ligue me demandait d'aller intervenir à Genève, puis plus tard à New York, où je disais la vérité. Pourquoi? On a vu un livre sur la vérité tout à l'heure. Elle est relative. La vérité est relative. Ce qui est vrai pour l'un peut être faux pour l'autre. Donc la vérité est une notion relative. Mais lorsqu'on choisit de se mettre du côté de la vérité, on fait avancer l'humanité. Donc, que ce soit à Genève, que ce soit à New York, c'est ce qui ne va pas pour que le monde dégringole, comme on voit depuis quelques années que je dis. Ma première conférence à Genève a été l'origine des conflits dans les pays africains et la vente illégale des armes. Et c'est là que Patrick m'a ressorti une phrase que j'ai prononcée à l'UNESCO en 2014 lors de ma conférence sur le droit des peuples à la paix. Les peuples ont le droit d'avoir la paix. Pourquoi on va allumer le feu chez eux et après on ne comprend pas qu'ils refouent dans les pays qui ont vendu les armes, qui ont allumé le feu? Tout est lié dans la vie. Tout est lié. Dans l'environnement où nous vivons, tout est lié. Lorsqu'il y a des actes de terrorisme, on prend les douilles, on fait des enquêtes. Quand on trouve que ces armes proviennent des vendeurs qui ont vendu à l'Arabie Saoudite et au Qatar, qui les ont rétrocédés, et que des terroristes s'en emparent,
pour revenir à l'origine, tuer des gens innocents, on publie plus le résultat de l'enquête. Parce qu'on trouve qu'on est revenu au point de départ. Or, entre-temps, on a applaudi à la croissance économique qui a fait bondir le chiffre. On est content, on est heureux d'avoir une croissance économique. Mais les conséquences de la vente des armes est terrible. Et c'est là qu'il faut agir. Donc moi, je n'étais pas destinée à l'écriture au départ. J'ai pensé qu'il y a un truc fondamental qu'on devrait faire. C'est tenir compte du fait que la femme est une personne comme l'homme. On m'a dit, tu es féministe? Je dis, pas vraiment. Ce n'est pas une question de féminisme, mais c'est une question de justice sociale, tout court. On ne doit pas faire de distinction entre la femme et l'homme. Et dans les pays arriérés, continuer à penser que c'est mettre l'enfant, le garçon à l'école, qui est plus rentable que mettre la fille qui demain va se marier est une perte, est aussi une erreur. Donc, c'est là que j'ai commencé à écrire, et mon premier livre est Jenny, petit ange sorcier du démon. Ayant vendu sur les marchés jusqu'à l'âge de 8 ans avant de commencer l'école, mon chemin, mon parcours a montré que la scolarisation des filles jusqu'à un certain niveau peut éradiquer la pauvreté. C'est ce que j'ai amené comme idée dans mon premier livre. Le deuxième a suivi par elle. Mais le troisième qui est sorti, c'est un livre de développement personnel. Il faut que chaque individu qui constitue la population de nos pays se rende compte de la puissance qu'ils ont, de la force que chacun a. Vous pensez que la situation que nous vivons ne peut plus continuer comme ça. Si vous décidez qu'on change, ça changera. Si chacun change à son niveau et en groupe, ensemble, nous décidons que ça change, ça changera. Ça veut dire quoi? Que nous avons en nous une force, un pouvoir que nous ignorons ou que nous négligeons. Et qu'est-ce qui fait que les individus n'arrivent pas à prendre conscience de cette forme, de cette force? J'ai nommé d'abord l'influence du prénom. Les parents donnent les prénoms aux enfants. On donne parfois des prénoms qui peuvent être un handicap pour l'enfant, mais on ne le sait pas. Quelques exemples. Une dame à la trentaine se cherche toujours, ne sait pas à quel sens se vouer dans la société. Échec en couple, échec sur le plan social, échec social. Vous appelez comment? Elle est d'origine espagnole, elle s'appelle Nada. Nada en espagnol, en français, de dire rien. On vous nomme rien. Dans votre vie, vous voulez faire quoi? Vous ne pouvez pas avancer, vous appelez rien. Elle s'est battue, mais elle ne s'en sort pas parce qu'elle s'appelle rien. Donc, ensemble, avec ses parents, on a vu ce qu'elle peut faire. En Afrique, c'est pareil. Au Bénin, quand j'ai présenté le livre, tout de suite, c'est rentré dans les mœurs et les gens ont commencé à bouger sur le prénom qu'on venait vendre pour donner à son enfant et qui constitue un frein pour l'individu. Pareil, le fait de couper les prénoms. Il s'appelle, il n'est pas là, Deo Gracias. Par exemple, le monsieur qui nous aide, on l'appelle Deo, au lieu de l'appeler Deo Gracias. On lui coupe l'énergie. Donc, j'ai proposé aux gens de ne plus couper les prénoms. Il s'appelle Christian, on l'appelle Cricri. Ou je ne sais pas, elle s'appelle Julienne, on l'appelle Juju ou Lili. On lui coupe l'énergie. C'est la même chose, le même principe que les jumeaux dont l'un décède, l'autre reste en vie. Celui qui reste en vie est préoccupé par ce qui s'est passé et il se culpabilise par rapport à celui qui n'est pas resté. Donc il faut lui expliquer que l'autre est parti, ce n'est pas sa faute. Mais quand on coupe, donc celui-là à qui on n'a pas expliqué pourquoi ils sont venus à deux et que lui seul est resté, son énergie est coupée. Mais le pouvoir que nous avons, et que nous ignorons, c'est que quand on porte l'information au niveau de cet individu, ces cellules enregistrent, envoient à son cerveau, qui retourne l'information à son organisme et il se reconstitue. Il se reconstruit. Il se répare. C'est pareil pour les traumatismes que nous subissons. Ensuite, il y a la force des blessures.
la faute est sur des amis descendants des esclaves des Antilles et même en Europe, qu'on rencontre, qui ont gardé quelque chose en eux. Ils ne savent pas quoi eux-mêmes parfois. C'est comme la rancune. La rancune détruit les gens. Vous vous dites, j'ai vu ça dans ma famille. Une grande prêtresse, elle va prêcher après le pasteur. Mais son comportement dans la vie ne concorde pas avec ce qu'elle dit. Donc, il faut que nous sachions que tout ce que nous faisons, tout est lié dans la vie. Ensuite, il y a la puissance de la pensée, de la parole et du regard. Tout ce que nous sortons de la bouche a une puissance. Ce que nous pensons sans dire a une puissance. Et le regard aussi a une puissance. Et tout ça, c'est une richesse que chacun a en lui. Et les gens qui attirent l'attention de nous tous sur ce pouvoir que nous avons, cette richesse que nous avons, que nous ignorons, s'appelle les travailleurs spirituels. Ils m'ont appelé travailleur spirituel au Bénin où j'ai fait un bon travail. Et j'ai découvert que, bon, l'information que je transmets et ce que cette information répare chez les gens, cause chez les gens, produit chez les gens, et leur comportement en retour, c'est un travail spirituel. Je n'avais pas fait le rapprochement de susciter la conscience des gens sur leur comportement de tous les jours. Il y a plein de choses. Par exemple, nous avons aussi le pouvoir de couper le fil. Tout ça est en nous. On nous dit, votre grand-père est mort de la tension. Et votre père est mort de la tension. Ça veut dire quoi? Vous aussi, la tension vous attend. Vous décidez de ne pas être concerné par ça. Et vous n'aurez pas la tension. Mais si vous vous préparez négativement et passivement à attendre que la tension vienne vous chercher, elle viendra vous chercher, tout simplement. Parce que vous avez le pouvoir de dire, moi j'en veux pas. Moi j'en veux pas et vous ne l'aurez pas, effectivement. Si vous êtes déjà suivi pour un truc, que les médecins s'attendent à ce qu'à un âge donné, ça se développe chez vous, ils regarderont dans leur technique et dans leurs documents, ils ne trouveront pas la réalisation de cette pathologie chez vous. Et ils vont se poser des questions. Pourquoi, normalement, à tel âge, votre papa est décédé à 59 ans de telle pathologie, et votre soeur, pareil, et vous avez passé la soixantaine, vous avancez et ça ne se manifeste pas. J'ai décidé de ne pas attraper la même pathologie que les membres de ma famille. Et ça, c'est concret. Ce n'est pas du bavardage, c'est du concret avec des exemples précis. Et j'ai fait aussi des recherches. J'ai découvert des choses fortuitement que j'ai approfondies après. J'ai fait aussi la remarque qu'il y a des liens invisibles entre nos espaces de vie et ce qui nous arrive. Par exemple, vous êtes en couple et il y a des trucs qui arrivent en couple. Après, vous aplanissez, mais vous n'aplanissez pas. Donc, vous empilez des contrariétés. Au bout d'un certain moment, ces contrariétés s'expriment dans les cellules et les informations partent de ces cellules pour aller se localiser dans des organes selon l'individu. Ça peut se localiser dans les reins, ça peut se localiser dans le foie, dans le cœur, dans la vessie, dans l'utérus, dans les ovaires, dans les seins. C'est à peu près l'origine des cancers. Parce que la prolifération anarchique des cellules, c'est ça qui est à l'origine des cancers. Mais c'est arrivé comment? Parce que vous avez subi des choses que vous n'avez pas extériorisées. Et au bout d'un certain temps, l'accumulation de cette contrariété va causer un désordre cellulaire dans l'un de vos organes. Tout simplement, c'est des choses à notre portée.
Et on appelle ça la somatisation. La somatisation, c'est l'atteinte des cellules d'un organe donné dans notre organisme. Je vous donne l'exemple d'un monsieur que j'ai rencontré qui avait les 2 doigts qui se fermaient. Je l'ai vu tout de suite. J'ai dit, vous êtes en rancune contre qui? Il me regarde comme si j'étais une sorcière africaine. Il me dit, comment ça? Je dis, oui, vos doigts qui se ferment là, c'est une somatisation. Il me dit, mais non, pas du tout. J'ai rendez-vous avec le professeur, il va voir que c'est le canal carpien qui fait, je ne sais pas. Je dis, oh, d'accord, d'accord. Il est parti, on lui a passé l'IRM, rien. On lui a passé des radios, rien. Le professeur lui a dit, je suis désolé pour vous, votre problème est psychologique. Il est revenu me voir pour me dire que le professeur a fait le même diagnostic que moi. J'ai dit, d'accord, vous voulez qu'on travaille? Il m'a dit oui. J'ai dit, bon, on va faire une première séance et au bout de cette séance, vous me direz si vous avez besoin d'un suivi. Il m'a dit, ok, on va travailler de 20h à 2h du matin, la première séance. Alors j'ai dit, je ne travaille pas en l'air. Il faut que vous écriviez ce que je vais vous dire. Parce que quand on va finir, il y aura des choses que vous allez faire pour la prochaine séance. Il prend le papier. J'ai dit, contre qui vous êtes en rancune? Je suis revenue sur ma question. Il m'a dit, contre mes parents. Et j'ai dit, depuis quand? Il m'a dit 20 ans. J'ai dit, c'est pas possible. C'est vous qui vous détruisez tout seul. Vous êtes en rancune contre vos parents. Vous ne savez pas qu'il y a des liens invisibles entre vos parents et vous. C'est pas seulement je suis le fils de Patrick Jouan, non. Ça, c'est les liens administratifs qu'on connaît. Mais les liens invisibles qu'on ne connaît pas, c'est des liens entre les cellules de Patrick et les cellules de son fils. Ces liens-là, c'est ça que j'ai décrit dans mon livre. Donc, j'ai dit 20 ans de rancune contre vos parents, il y a quelque chose à faire. Il m'a dit, j'ai dit, si vous ne le faites pas, non seulement les autres doigts vont se fermer, en plus c'est la main droite, et ça peut recommencer sur la main gauche. Il a dit, bon d'accord, il veut qu'on fasse un travail. Il dit, première condition, vous allez téléphoner à vos parents, ils sont à Blois, en province. Il dit, vous allez téléphoner à vos parents, demandez le rendez-vous, les voir pour sortir ce que vous avez sur le cœur depuis 20 ans. Vous allez en parler. Ils vont vous demander pardon, mais les parents n'aiment pas demander pardon aux enfants. Les grandes personnes n'aiment pas s'abaisser à demander pardon aux enfants. Or, c'est un processus très important dans la vie d'un individu. J'ai dit, ils sont notables de votre village, mais s'ils acceptent du bout des lèvres qu'ils vous ont abîmé, d'accord, vous prenez et vous vous réconciliez avec eux. Il m'a dit jamais. Je dis bon, si c'est jamais, c'est plus la peine que je vous vois. Moi, je n'ai pas besoin de votre chèque. J'ai besoin des résultats concrets sur vous. Et si vous ne voulez pas participer, ce n'est pas la peine que je vous vois. Donc, on s'est séparés. Et 6 mois après, il m'appelle. Il me dit qu'il a besoin, vraiment. J'ai dit, vous allez faire ce que j'ai dit? Il dit oui. Il a téléphoné à ses parents. Il est parti les voir et il n'est plus le même. Un gros poids est sorti de lui. Les parents lui ont demandé pardon et lui-même leur a pardonné. J'ai dit, le pardon, si on ne le donne pas, c'est comme si on mettait les gens qui ne pardonnent pas en prison. Mais en même temps, on est en prison avec eux. Vous qui ne pardonnez pas, vous êtes en prison en même temps que les gens à qui vous ne pardonnez pas. Donc, il m'a dit que franchement, il ne savait pas que ça existait. Donc, c'est là où on a continué à faire le travail. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres pour vous montrer comment nous-mêmes nous abîmons. Parce que nous ne savons pas. Mais quand on le sait, il faut changer par soi. Et j'ai fait un travail sur la force intérieure. Quand on a une force intérieure, on a forcément un bien-être. Vous avez un bien-être qui se voit. On n'a pas besoin de vous poser des questions. J'ai donné beaucoup d'exemples dans le livre. Et quand vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas chercher querelle à l'autre quand vous êtes heureux. Quand vous êtes heureux, vous vous sentez dans un bien-être en vous qui fait que vous ne pouvez pas vous mettre à chercher des histoires qui n'existent pas. La pathologie venant du lieu du travail, entre collègues.
entre parents et enfants, comme vous venez d'entendre, et entre couples. Les couples que j'ai souvent pour ce problème, c'est les couples mixtes. L'histoire de l'esclavage est finie sur le papier, mais dans la vie, ce n'est pas terminé. Il y a toujours des gens qui pensent qu'ils sont supérieurs à d'autres. Or, on a vu le traité de Rome, où après la guerre, il y a eu plusieurs progrès de l'humanité, où on a mis fin à la supériorité d'une race sur l'autre, etc., etc. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas intégré. Ce qui fait que même dans les couples mixtes, on fait des blagues racistes. J'ai dit non, non. Vous vous aimez, vous avez mis l'amour en commun pour être en couple, il n'y a pas de blague raciste. Viens ma petite négresse. C'est pas bon ça. Et la petite négresse, si elle a une fierté, elle se révolte, le couple se disloque. C'est pas bon des trucs comme ça. Et quand vous vous disloquez, ça ne s'arrête pas là. Vous avez des enfants. On fabrique quoi? Des enfants. C'est les enfants issus des problèmes conjugaux, etc., qui font que demain, notre société se nourrit des jeunes. Nous, moi j'ai déjà 70 ans passés. Progressivement, on monte, on s'en va. Et la jeunesse prend la relève. Et si la jeunesse est mal formée, les enfants qui ont quelque chose en eux, auquel ils manquent des choses, ils grandissent avec. Vous avez reçu quelque chose que j'ai expliqué à Deogracias tout à l'heure. On appelle ça l'enveloppe maternelle. C'est un ensemble de facteurs qu'on reçoit depuis la naissance. Une maman qui vous a gardé, qui vous a touché, qui vous a fait un bisou. Une maman qui vous a regardé, qui vous a fait un sourire, auquel vous répondez, quel que soit votre âge. Le sourire, il n'y a pas de race pour le sourire. Il n'y a pas de continent pour le sourire. Tout le monde peut faire un sourire. Et quand quelqu'un fait un sourire, c'est la transcription de ce qui se passe au fond de lui. Tandis que quand on pleure, on peut pleurer de joie, on peut pleurer de peine. Mais quand vous êtes heureux, ça se voit. Et vous le transmettez à l'enfant. L'enfant qui a reçu ça, il grandit avec un patrimoine qui le renforce, qui le prépare contre des épreuves de la vie. Et j'étais à l'Assemblée nationale en 2015 et Patrick est venu en coup de vent. Ils m'ont demandé de faire une conférence sur les enfants fantômes. Moi j'ai dit, je ne les appelle pas des enfants fantômes, je les appelle des enfants invisibles. Ils sont invisibles parce qu'ils n'ont pas de traçabilité dans la société. Ils sont nés, ils sont inscrits sur aucun registre. Ils ne sont pas à la mairie, ils ne sont pas dans les maternités, ils ne sont pas à l'école, ils sont nulle part, ils sont invisibles. Donc, le phénomène rassemble plus de 700 000 enfants actuellement. Mais la grande partie se trouve dans les pays du tiers-monde où les parents n'ont pas d'argent pour payer avant de quitter la maternité. Ils se disent, on va aller réunir, l'argent est venu payer, ils ne reviennent jamais payer. D'où j'ai souligné l'erreur, la faute des démographies qu'on présente. Si on ne compte pas des individus qui sont nés, qu'on n'a pas inscrits, donc le nombre de population est faussé. Et donc, à cette conférence, j'ai montré ce qu'il faut faire. L'UNICEF essaye, mais n'y arrive pas. Donc j'ai montré ce qu'il faut faire. Il y avait les ambassadeurs, les ministres des Affaires étrangères dans la salle. Ils ont pris mes coordonnées, ils n'ont pas pris la parole. Mais le soir, quand je suis arrivée chez moi, il y avait un paquet de mails qui m'attendaient. Ils voulaient la copie de mon intervention pour aller changer les choses chez eux. C'est comme ça que je travaille pour la paix. Et ce que chacun apporte est important. Si l'individu est bien dans sa peau, il n'ira pas chercher querelle à l'autre. Mais si nous sommes renforcés, que nous savons ce que nous voulons dans une communauté, la communauté des gens qui veulent la paix par exemple, en diffusant les informations sur comment les grands pays qui vendent les armes font 147 milliards de dollars de bénéfices sur les armes,
Et l'ONU n'a que 7 milliards pour faire la paix. Quand on a ça comme information, on sait d'où viennent les problèmes. À Londres, ça explose. À Berlin, ça explose. À Paris, ça explose. Et en Turquie, ça explose. On sait pourquoi. Donc, quand on a l'information, on se bat. Et on met ensemble nos forces pour faire arrêter cette puissance de l'argent et faire changer les choses, remettre l'humain au-dessus de l'argent. Contribuer à remettre l'humain à sa place au-dessus de l'argent. Et c'est comme ça qu'on aura la paix.